เล็กซังเยสซังbản cảnh Thanh Hoa bản thổ thổ địa thần sơn thần và nhân viên tùy tùng thuộc hạ tổng đài phối hợp phù hộ cho tỉnh Thanh Hóa và tất cả cơ quan ban ngành Le docteur Yersin, il s'est contenté de sourire, il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit mon petit, il faut apprendre et encore apprendre pour mieux la comprendre et la protéger la vie. Dans l'Indochine lointaine, des laboratoires fastueux ont été édifiés pour l'œuvre pastorielle. Leur fondateur, le docteur Yersin, vainqueur de la peste, seul collaborateur vivant de l'illustre Pasteur, y achève sa noble vie consacrée tout entière au bien. C'est pas une vie que de ne pas bouger, eh bien ça veut dire qu'il existe une autre vie que celle d'être assis dans un laboratoire. Lui est né là au rez-de-chaussée. On peut jeter un coup d'œil depuis le jardin? On peut jeter un coup d'œil depuis le jardin. Ben volontiers, oui. Je pense que la maison aura peut-être un petit peu changé de physionomie parce que ça fait des années. Donc il serait né ici, à l'étage du bas. Au parterre, c'était l'appartement de service. C'était l'appartement de service pour le papa, puisqu'il était un tendon de la poudrerie. C'était un appartement de service. Nous nous trouvons côté jardin de la maison où Alexandre Yersin est né le 22 septembre 1863. Son père était depuis environ une année intendant de la poudrerie d'Aubonne qui dépendait de la Confédération. Malheureusement, son papa est décédé brusquement environ 20 jours avant la naissance d'Alexandre et laisse seule la maman Fanny Yersin et ses 3 enfants, Émilie, Franck et Alexandre. L'appartement qu'habitait la famille au rez-de-chaussée, c'était l'appartement de service, puisque à l'étage, les appartements étaient habités par un châtelain qui exploitait aussi un domaine agricole. Donc, puisque l'appartement est un appartement de service, Madame Yersin et ses enfants doivent quitter l'appartement et on les retrouvera avec une autorisation de séjourner dès le 14 décembre à Morges. Yersin est dans un monde qui signifie le début de la période de l'industrialisation, une période où la recherche va s'intensifier. C'est un monde qui est très animé.
mais c'est un monde encore très traditionnel. On est au 19e siècle. C'est un monde dans lequel les hommes ont leur rôle, les femmes ont leur rôle. On ne mélange pas les genres. Et donc, Yersin grandit dans une ambiance simple, une certaine rigidité, et dans un monde en plein développement, au fond. Alexandre Yersin était confronté dans une situation un peu pénible. Comme Madame Yersin exploitait pour survenir aux besoins de sa famille une pension pour jeunes filles, Alexandre était confronté à l'agitation de ces jeunes filles, qu'il appellera d'ailleurs guenons. Et on comprend pourquoi il avait le besoin de se retrouver seul, de s'isoler. Alors, il avait la possibilité de trouver cette liberté et cette indépendance soit dans la nature, en récoltant des insectes, et se constituer une collection d'insectes à l'image peut-être de celle que son père avait constituée. L'autre possibilité était de monter à sa mansarde et de contempler de là l'immensité du lac et des montagnes et d'admirer tous les matins le lever du soleil. La famille Yersin appartient à l'Église libre. Et Yersin a évidemment obtenu une éducation religieuse très rigoureuse d'une part, qui certainement d'autre part aura une influence sur toute sa vie, sur sa perception religieuse de la vie, même si Yersin ne manifeste pas son protestantisme ou son appartenance à l'Église libre d'une manière active. Yersin a quitté sa famille pour la première fois. Il est donc un peu seul à Marbourg. Et d'autre part, il va devoir communiquer en allemand, non seulement avec la famille Vigan, mais aussi avec les personnes qu'il va rencontrer dans le cadre de ses études universitaires. La communication avec la famille Vigan n'est pas très facile. Elle est plus facile avec madame, plus difficile avec monsieur, parce que selon Yersin, monsieur avale la moitié des mots, il parle très rapidement, il ne formule pas assez lentement pour que Yersin puisse bien comprendre. Et Yersin est arrivé ici le 15 octobre. Il écrit déjà à cette date une première lettre, mais dans la troisième lettre, le 19 octobre, il s'empresse de décrire la chambre à sa mère, croquis à l'appui. Marbourg, dimanche 19 octobre 1884. Chère maman, aujourd'hui je vais tenir ma promesse et te donner quelques détails sur ma chambre. Elle se compose de 2 parties, l'une où est mon lit, lavabo et compagnie, l'autre où est ma table à bûcher. Voici un plan. Je crois que tu te mettras dans la situation sans de plus longues explications. Depuis mes fenêtres, je vois au premier plan la rue au-dessous de chez moi, cachée en partie par une petite avancée de toit. Par la fenêtre B, je vois aussi la rue et la cathédrale, puis des champs et les collines. Enfin, par la fenêtre C, je vois la rue, les maisons et les communes. Ma chambre est charmante, la ville paraît très jolie. Enfin, je comprends passablement l'allemand que l'on parle ici. Mais lorsqu'évidemment il s'agit de participer à la vie estudiantine de Marbourg,
Pour Yersin, la communication devient plus difficile. Le fils Vigan lui propose d'entrer dans l'association étudiante des Wingolf. On lui propose aussi d'aller passer les soirées d'étudiants dans les Kneipe et de boire de la bière et de s'amuser. Und lohnen. Ziehen wir dahin, bis das Herz uns steht, wehrlos bis unter den Boden. Toutes ces activités-là n'enchantent pas vraiment Yersin, qui lui préfère bûcher, c'est-à-dire travailler à sa table. L'antisémitisme est un sentiment qui a habité les hommes depuis très longtemps. Et le fait que Yersin fréquente Sternberg, l'étudiant juif, avec lequel il s'entend d'ailleurs très bien, ce fait-là perturbe profondément la famille Vigan, qui est de mentalité plutôt nationaliste et qui a, comme beaucoup d'autres personnes à cette époque-là, de l'Empire allemand, un sentiment forcément antisémite. Ça n'empêche pas Yersin de continuer sa relation avec Sternberg, tout simplement parce que Yersin est un anticonformiste et sa conscience ne lui dicte pas de ne pas fréquenter Sternberg. C'est effectivement à Marbourg qu'il aura la possibilité d'assister à des premières opérations. Ça ne fait pas partie du programme normal que d'aller regarder des opérations, voire assister à des opérations, donner un coup de main. Mais Yersin est passionné par la chirurgie. Chère maman, je m'occupe beaucoup actuellement d'un pauvre petit malade que l'on a opéré hier. Le pauvre enfant avait un abcès du genou avec tuberculose des os. Depuis plusieurs semaines, il a une fièvre intense qui monte ses jours jusqu'à 40 degrés. Je me suis très attaché à lui, et lui-même m'a dit que j'étais son plus grand ami. Hier, on lui a donc resséqué le genou, c'est-à-dire qu'on a ouvert, scié le bout des deux os et recousu. Cette opération est plus grave qu'une amputation de la jambe. Elle a été faite trop tard à ce qu'il me semble, et je n'ai presque plus d'espoir pour ce pauvre petit. Pauvre petit, vivra-t-il encore demain ? Yersin, d'une manière générale, aime bien les enfants dans différentes situations de sa vie, même en tant que grand garçon, en tant qu'étudiant, en tant que jeune médecin. Yersin aura toujours du plaisir au contact avec les enfants. Donc les enfants, pour lui, c'est encore un peu l'essence de la nature humaine, avec une part de naïveté, avec une part d'insouciance par rapport à la vie. Paris, évidemment, c'est une ville qui offre beaucoup de possibilités à un jeune homme qui vient d'une petite bourgade comme celle de Morges. Paris, c'est une vie extrêmement mouvementée. Les artistes vont à Paris, les écrivains vont à Paris, les peintres vont à Paris, tout le monde va à Paris. C'était un Paris qui venait d'être transformé par Haussmann, parce que Haussmann, c'était Napoléon III, et donc pendant la période des années 1850-1870, Paris a commencé à se transformer avec de grandes avenues et les immeubles qu'on qualifie de haussmanniens. Alors à l'époque, c'était essentiellement des voitures à cheval. Il y avait des fiacres, je crois qu'il y en avait de l'ordre de 10 000 à Paris. Il y avait des omnibus tirés par des chevaux, des omnibus à 2 étages, à l'impérial. Il y avait beaucoup de circulation, beaucoup d'embouteillages de ces voitures à cheval. Et une chose amusante, c'est que c'était aussi les débuts de la bicyclette.
on voyait les premières bicyclettes dans Paris, et la bicyclette sera un outil que Yersin appréciera beaucoup. Les premiers vélos, voilà un petit peu l'impression qu'on pouvait avoir. C'est encore le chantier aussi du Sacré-Cœur. Et puis, il y a un chantier à venir, il y a un grand projet, c'est de construire une grande tour en fer près du Champ de Mars. On a assisté aux funérailles nationales de Victor Hugo en mai, et aussi, surtout, c'est le 6 juillet, la première vaccination contre la rage. Donc, premier vaccin appliqué à l'homme et découvert par Louis Pasteur. Yersin est venu pour suivre des cours de médecine, pour achever ses études de médecine. Donc il s'inscrit à la faculté. Il était à l'hôpital de la Pitié, et c'est à la Pitié-Salpêtrière qu'on a fait des autopsies de gens qui étaient morts de la rage, et en particulier de 3 Russes parmi les 19 qui avaient été envoyés en urgence à Pasteur, puisqu'il s'était fait mordre par un loup enragé. Et sur les 19, il y en a 3 qui étaient tellement sévèrement atteints qu'ils n'ont pas pu être sauvés par le vaccin de Pasteur. Et donc les autopsies de ces Russes ont été faites à la Pitié-Salpêtrière. Et Yersin, justement, assiste à ces autopsies. Puis une autre personne aussi assiste, c'est le docteur Roux, qui est le proche collaborateur de Pasteur. Et c'est la rencontre entre Roux et Yersin. Yersin entendait beaucoup parler de Pasteur, bien entendu, des théories pasteuriennes. Il était très excité par ça, de même d'ailleurs par tout ce qui était nouveau pendant toute sa vie. Donc il rêvait de rencontrer Pasteur, et Yersin est allé voir une séance de vaccination contre la rage. Et là, il n'est pas forcément très impressionné d'ailleurs par cette rencontre, parce qu'il trouve que c'est un petit bonhomme qui n'est pas très, très aimable. Voyons, entrez ou n'entrez pas, mais ne restez pas là, bouchez la porte. Rémi entre alors et je le suis. Mais à peine suis-je dedans que le bonhomme se retourne comme une bombe pour me crier « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Ce bonhomme, c'est Monsieur Pasteur en personne. Je ne me le figurerai pas comme cela. Roux lui demande de devenir son préparateur. Et Yersin s'occupe aussi des malades, des soins aussi des mordus. Et il se rend indispensable. Il va aussi traduire certains articles, comme il parle parfaitement l'allemand, il va se rendre indispensable en faisant ces traductions. Donc Yersin, à l'hôpital, était confronté journellement à des enfants qui avaient soit la tuberculose, soit la diphtérie. Yersin avait beaucoup d'empathie, disons, pour ces enfants malades. Et ça avait déjà commencé à Marbourg, où il parlait de ses petits amis de la clinique, puisqu'il avait commencé ses études médicales. Et à nouveau, aux enfants malades, il était bouleversé de voir ces enfants malades, ce qui, pour un médecin, c'est finalement, d'habitude, il garde une certaine distance, mais lui était manifestement très impliqué, et il était catastrophé quand l'un de ces enfants malades mourait de la diphtérie ou de tétanos. Et ça, ce sont 2 grandes maladies terrifiantes aussi à l'époque. La diphtérie est terrifiante, on l'appelle la terreur des familles, la terreur des mères, parce que les enfants meurent dans d'atroces souffrances. Il y a ces fameuses membranes qui bloquent l'entrée du larynx, du pharynx, et qui étouffent les enfants. Il trouvait
trouvait que c'était une maladie terrible et qu'il fallait essayer de faire quelque chose. Et il a convaincu Roux de commencer à s'intéresser à la diphtérie. Donc ce qu'ont fait Yersin et Roux, dans une première étape, ça a été de montrer effectivement que la bactérie de la diphtérie sécrétait un poison qui a reçu le nom de toxine diphtérique. Et ils ont montré qu'avec cette toxine, finalement, chez l'animal, on reproduisait les symptômes qu'on observait lors de l'infection par la bactérie. Donc c'était le poison qui était responsable de la maladie, d'une certaine façon. Donc c'est ça le travail de base qu'ont fait Yersin et Roux. Alexandre Yersin était le frère de mon grand-père maternel. Son frère avait donc 8 enfants et le cadet de ses enfants était ma mère, Berthe Yersin. Donc, je pense que vous cherchez, c'est dans le premier carton. C'est bon. Ça, c'est 87. Je pense que c'était un homme très timide. Il a fait tout au cours de sa vie, très volontaire, fuyant les honneurs, qui a gardé avec sa mère des relations constantes mais épistolaires, tout le temps qu'il était à Paris pour ses études de médecine, puis jusqu'à la mort de sa mère, il a gardé une correspondance absolument énorme. Et il y a des lettres qui racontent vraiment, c'est presque du journalisme au début, quand il est en France pour faire ses études de médecine. Mais il faut dire aussi que pendant toutes ces années d'études, jusqu'à ce qu'il commence à être un peu rémunéré par le docteur Roux, sur intervention de Pasteur qui donne son accord pour qu'il soit préparateur avec un petit salaire, jusque-là, c'est toujours sa mère qui a subvenu à ses besoins et qui lui demande des comptes, de temps en temps. Donc, oui, il y a une relation très profonde. Il est vraiment... le plus grand nombre de lettres, les plus détaillées, vont à sa mère. Paris, 8 janvier 1888. Chère maman, pense un peu que je suis invité à dîner pour mercredi prochain chez Monsieur Pasteur. C'est terriblement ennuyeux. Surtout, il faut une queue de pie, il n'y a pas à tortiller. Je m'en vais aller voir lundi à la Belle Jardinière si je puis trouver quelque chose. J'ai donc dîné mercredi soir chez Monsieur Pasteur. Après avoir pris des renseignements exacts sur ce qui se fait en pareilles circonstances, je me suis mis en noir complet avec souliers ordinaires, cravate noire et gants noirs. Les souliers vernis, cravate blanche et claques ne s'emploient, semble-t-il, que dans les soirées dansantes. À table, j'étais placé entre Monsieur Valéry Radeau et une des guenons de Monsieur Perrault. Le dîner, excellent, s'est très bien passé. Monsieur Pasteur a parlé d'un travail très important que Monsieur Roux a fait récemment. Il a ensuite parlé de moi et a dit que prochainement, dès que je serai docteur, je ferai partie activement de l'Institut Pasteur, etc. Bon, l'Institut Pasteur était sur le point d'ouvrir et l'idée était que dans cet institut, on devait pouvoir faire un enseigner la microbiologie qui avait été, disons, découverte
pour faire court, par Pasteur. Eh bien ça, c'est le grand truc de Roux, du docteur Roux. Il a l'idée d'intégrer justement cet enseignement à l'égal de ce qui se fait en Allemagne. Et pour ce faire, il envoie Yersin en éclaireur. Il va assister au cours que Robert Koch a mis en place à Berlin. Et Yersin, il va prendre des notes abondamment, les cours, mais aussi il va faire des relevés de tout, des plans des laboratoires, des cultures que l'on fait, etc. Enfin, c'est un véritable espion. Donc Yersin a pris des notes très précises, à la fois de ce qu'on enseignait et puis des locaux, des installations, etc. Et il est revenu avec un plan de la salle d'enseignement. Et ça, il se trouve que moi, j'ai enseigné à l'Institut Pasteur dans les anciennes salles d'enseignement, qui n'existent plus aujourd'hui. Et je dois dire que l'organisation de la salle d'enseignement dans laquelle moi j'ai enseigné, 100 ans plus tard, c'était exactement celle qui était représentée par Yersin comme étant la salle d'enseignement à Berlin. Donc il rapporte son rapport à Roux en ajoutant qu'il ne sera pas tellement difficile de faire mieux à Paris.